Alors pour aborder le deuxième thème de la table ronde sur la souveraineté alimentaire et notamment l'industrie bretonne, je vais passer la parole à Olivier Cinquin. C'est un souci important de protéger la souveraineté alimentaire et de protéger l'industrie agroalimentaire bretonne, mais également les producteurs bretons. Ouais, on entend. Ouais, l'analyse que l'on peut en faire aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur un effet ciseau qui est extrêmement important. Si je m'en réfère à quelques chiffres, depuis 2008, on a un effet inverse, c'est-à-dire qu'on a plus de départs en retraite que de producteurs qui s'installent. Et c'est une vraie inquiétude pour la future génération. Dans 10-15 ans, comment est-ce que ça va se passer ? Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on analyse de manière très simple, c'est qu'il y a une financiarisation de l'ensemble de la filière. On parle d'EBITDA, de CAPEX, de ratio au mètre carré. Et en fait, le monde agricole, lui, ne raisonne pas du tout comme de la sorte, puisqu'on est sur une industrie extrêmement lourde, longue. Ce ne sont pas des financiers à la base. Et ça a été dit dans ce qui a été présenté tout à l'heure, on est sur des PME. Hein. Nous, la CICAD Saint-Paul, c'est 600 producteurs, c'est 200 millions de chiffre d'affaires, 150 salariés. On est vraiment tout petit face à des mastodontes des industries agroalimentaires. Et donc aujourd'hui, il y a cet effet ciseau qui est extrêmement perturbant, inquiétant, et qu'aujourd'hui le monde agricole subit, hein, vous avez dit, le bien-être animal, le climat, l'environnement, le RSE, et aujourd'hui n'arrive pas en fait à le valoriser. Et la vraie question qu'il y a, c'est est-ce qu'aujourd'hui un acheteur, je ne vais pas citer les box parce que moi j'y vais pas, mais en tout cas, il sait le vrai prix du litre de lait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est 48 centimes ou 60 centimes ? Est-ce qu'il sait le prix d'un œuf ou d'un yaourt fermier ? Est-ce qu'il y a cette notion-là ? Parce qu'il va falloir qu'on la défende collectivement. Il faut que nos mondes, entre guillemets, s'arrêtent de s'opposer. On a tout intérêt, et notamment en Bretagne, hein, mais la Bretagne nourrit un tiers de la population française, hein, on ne consomme que 6% de ce que l'on produit, a tout intérêt en fait à communiquer réciproquement sur les bienfaits de notre alimentation. Michel, vous l'avez dit, en fait aujourd'hui, l'ensemble de l'agriculture et de l'agroalimentaire breton est performant. On a fait des efforts colossaux. La certification, l'environnement et tout ce qui va autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on a fait des efforts colossaux. Et donc ce que l'on attend ou ce que l'on a envie, c'est d'avoir cette réciprocité en fait, d'avoir une écoute de la part de l'ensemble de la filière, amont et aval, surtout ne plus s'opposer. Il faut qu'on grandisse ensemble, c'est ce qui a été fait depuis 30 ans avec Produits en Bretagne, hein, et Jean-Michel Bordet l'avait mis en place et l'a redit tout à l'heure. Hein. Et donc il faut qu'on arrive à recréer, au bout de 30 ans, peut-être qu'on arrive dans un cycle, il faut qu'on recrée en fait cette dynamique. Et c'est important pour donner en fait de la valeur au monde agricole qui se cherche, d'où l'opération Agri-Pêcheurs et Agrofiers, hein, qu'on a voulu mettre en place avec les écoles d'agriculture qui se posent des questions pour leur avenir. Il ne faut pas qu'on s'y oppose, il faut qu'on grandisse ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce message-là que je pense qui était vraiment important. Dominique, j'ai l'impression que vous voulez réagir. Oui, je réagis. C'est important de dire que, et là je crois qu'on était tous les trois d'accord, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord dans la loi d'Escrozaille, mais on était d'accord sur le prolongement nécessaire de certains éléments d'Egalim 2 qui sont aussi dans cette loi. Et ça, on était tous d'accord. Donc je veux dire qu'on ne se trompe pas de discours. Je veux dire, et d'ailleurs, là, à mon avis, l'erreur fondamentale du gouvernement, elle est là. Le gouvernement aurait dû s'emparer de cette nécessité de prolonger, aurait dû lui-même proposer une loi qui s'arrêtait à ça. Or, il ne l'a pas fait, les députés s'en sont emparés et ils ont fait voiture-balai et ils ont mis plein de trucs absurdes qui profitent aujourd'hui aux multinationales. Donc ne nous trompons pas, on est favorable à ça. Le revenu des agriculteurs a progressé en 2011, en 2016 selon l'INSEE de manière significative et je suis d'accord, au dernier salon de l'agriculture, il n'y avait plus de sujet de revenu quasiment. Ça reste dans certaines filières, mais globalement. Donc qu'on ne se trompe pas, ce combat-là, on veut continuer à le mener. Descrozaille, c'est quelque part Egalim 3 qui sanctuarise ça, les matières premières agricoles, c'est pas le sujet, une partie de transformation, c'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on remet nous en cause, c'est les excès qu'on ne s'explique pas. Moi, je redis juste que chez Système U, c'est pas le cas de vous, les PME, mais les grands industriels, à la date d'aujourd'hui, 30% ne nous ont pas fourni les éléments de transparence, de certification pour justifier les éléments. Ce qu'on n'a pas eu, avec vous, on a eu plus de dialogue, on a pu le faire plus facilement. Donc ne vous trompez pas, nous, on vise aujourd'hui les excès, et parce que notre boulot, c'est aussi défendre au bout du compte les clients. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que cette inflation, on se la partage plus équitablement. Et actuellement, je trouve que le client en porte trop.
Nous, on fait notre part, on prend sur nos marges. Et d'ailleurs, tous les rapports qui sortent, il y en a un dernier, McKinsey vient de faire un rapport qui dit oui, la distrie a pris sur ses marges, par contre, pas les gros, forcément les gros industriels, je dis bien les gros. Donc voilà, juste revenons à un juste équilibre des choses. Là, le balancier, il est déséquilibré. Alors, si on prend un cas concret qu'Intermarché connaît bien, la filière pêche, donc prix du gazole, Brexit, filière en difficulté, qu'est-ce que Intermarché, les mousquetaires, qu'est-ce que vous pouvez faire, notamment avec toute votre flotte ? Alors, c'est un vrai sujet puisque la somme de tout ça, Yves, c'est une inflation de dingue sur le poisson, ça devient inaccessible. Donc le marché est à moins 15 en consommation, moins 15%, la viande est à moins 8, donc on voit bien que voilà, l'élasticité prix est là. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que si je regarde le prisme purement économique de la filière pêche et les mousquetaires, j'arrête parce qu'en fait il n'y a rien de rentable, mais je crois que c'est pas à l'ordre du jour parce qu'on pense que c'est aussi un élément de différenciation. Quand on fait le marché anti-inflation et qu'on prend la lotte, qu'on massacre, c'est effectivement un atout dans notre politique commerciale d'avoir la maîtrise de notre appro. Donc c'est pas à l'ordre du jour, mais on sent que effectivement c'est extrêmement compliqué. Et si je reviens sur le sujet quand même, les pêcheurs, c'est un sujet, effectivement le Brexit nous aide pas et ça va être compliqué. Mais si je reviens sur le sujet de l'agriculture, donc Dominique a raison, Egalim, c'est bien sûr la première chose. La deuxième, elle est fondamentale, c'est le choix que font les enseignes de sourcer en France. C'est-à-dire, c'est quand même juste un marché d'offre de demande. Et pour le coup, c'est le cas chez les mousquetaires, mais je pense que c'est pareil chez toi, Michel et Dominique, on n'a jamais encore fait le choix d'aller chercher du lait en Allemagne ou d'aller acheter des œufs hors de France. Donc tant que les enseignes de distribution françaises tiennent ces positions, je pense que voilà, on va sécuriser un peu le revenu. Après, l'avenir est certainement à la contractualisation, c'est-à-dire que l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise, il a besoin de visibilité, il a des investissements à passer, et le yo-yo du cours, ça lui va pas. Et en fait, nous, on a, vous l'avez fait aussi, mais nous, avec nos outils de production, on a développé, notamment sur les abattoirs, des contrats qui aujourd'hui couvrent à peu près la moitié des agriculteurs. Si je prends le porc, il y a 200 éleveurs qui sont engagés, c'est 1 200 000 porcs qui sont sécurisés avec des prix indexés sur le cours de la céréale, de la protéine. 6 mois avant, il connaît le prix auquel on va acheter. Donc, ça passe par ça. Et puis après, je dirais, on ne va pas être responsable de tous les maux de la terre. C'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité, mais j'ai envie de vous dire, le politique aussi, et je vais vous aborder un autre sujet qu'on a abordé avec Michel sur le sujet agricole, et il va falloir qu'il se positionne. Et puis, je dirais, le sujet, il est aussi dans la gouvernance du monde agricole. C'est-à-dire que, sans jeter un pavé dans la mare, c'est d'abord aux coopératives de trouver la bonne gouvernance pour redonner le pouvoir aux agriculteurs, défendre leurs revenus et pas soutenir une démarche d'industriel qui des fois est à l'encontre de l'agriculteur. Donc il y a plusieurs, s'il y avait qu'un facteur explicatif du monde et des maux du monde agricole, on l'aurait résolu. Et là où je pense que le gouvernement doit prendre ses positions, c'est qu'on va prendre... C'est un épiphénomène, mais c'est quand même quelque chose d'important. La filière bio. La filière bio, c'était quand même une volonté politique d'engager les agriculteurs vers la conversion parce qu'on croyait que c'était l'avenir. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, si rien n'est fait, on va la planter, cette filière. Il y a des milliers d'agriculteurs qui ont investi, qui se sont convertis, qui ont surtout des rendements très faibles par rapport au monde productiviste duquel ils arrivent. Et aujourd'hui, les cours s'effondrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas les 20 millions d'euros du ministre de l'Agriculture qui vont sauver des milliers de fermes qui sont en difficulté. Donc là, on a une part de responsabilité. On en parlait tout à l'heure avec Michel. Dominique, tu n'étais pas avec nous dans le train. Mais on se disait, on doit... Aujourd'hui, peut-être engager une démarche, pas tout attendre du politique, mais tendre la main à cette filière qui va au tas et se mettre autour de la table et réfléchir à comment on sauve des agriculteurs qui, c'est écrit, dans les 2 ans, on va avoir un sujet d'inflation et ça va durer. Donc les gens vont pas aller vers le bio parce qu'en plus, il y a des alternatives HVE, locales, etc. qui font que c'est pas la tendance. Et il y a des mecs aujourd'hui qui produisent et le lait bio finit dans des briques conventionnelles. Donc on va au tas. Soit on ferme les yeux et on attend, soit on prend nos responsabilités. Et si on est dans l'intelligence collective qu'on a eue avec cette union sacrée, parce qu'on s'est surtout découvert avec le Covid, et finalement ça a été une aventure humaine extraordinaire, puisqu'on a lié des liens. Je pense qu'il faut qu'il y ait un après-Covid et se dire qu'on a certainement une responsabilité et on peut peut-être tendre la main pour sauver ou aider à sauver la filière. Oui, pardon. Vas-y. Non. En fait, pour le chapitre précédent,
ça paraît comme ça, d'un point de vue de l'intelligence collective, d'avoir des planètes alignées et d'avoir que des industriels à la tête des grandes organisations professionnelles. Donc c'est le groupe Avril qui pilote la FNSEA. La FNSEA est en phase avec l'ANIA, et l'ANIA est désormais copain avec l'ILEC et les groupes parlementaires. Juste pour vous dire, ça cautionne quoi en ce moment? On a tous les deux, Intermarché et Leclerc, on a des outils industriels où on est fiers d'être breton en Bretagne. On arrive quand même à vendre notre porc breton jusqu'en Corse et jusqu'en Alsace. C'est quand même... regardez l'exploit, quoi. Les Alsaciens aiment aussi leur... Vous voyez, la loi Egalim, elle amène du revenu pour les producteurs bretons, mais on doit acheter les grandes marques qui importent dans leur charcuterie jusqu'à 40 et 45% de porc espagnol, et on doit les payer dans la non-transparence de la matière première agricole, on doit les payer au prix du producteur français. Donc c'est quand même des trucs... on peut améliorer ça quand même. Hein. On pourrait. C'est pas parce qu'il y a un lobby organisé derrière qu'on peut pas discuter. Et vous voyez que l'obstacle, il est pas que chez nous, quoi. Hein. Nous, on voudrait que les choses se sachent quand même. Vous voyez. Sur les initiatives, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois que c'est toi, que vous avez parlé de contraintes avec les normes. Il faut qu'on arrive à transformer les nouvelles normes en projets. De toute façon, on y va. Donc, la question, je comprends, c'est une contrainte parce qu'on n'a pas le prix de ça. Mais en fait, la Maison Bretagne doit aujourd'hui améliorer la qualité de ses productions pour atteindre les standards des nouvelles demandes sociales. Le décarboné, le mieux manger, le sanitairement mieux, etc. Et donc, parce qu'il ne suffit pas de dire produit en Bretagne. Il faut que Bretagne signifie pas simplement les cidres et les crêpes. Il faut que ça signifie aussi cette volonté, comme on l'a connu il y a 30 ans dans la volonté, ou 40 ans dans la volonté de modernisation, il faut qu'on soit aussi leader sur la qualité. Donc nos produits vont changer, nos produits vont s'améliorer. Et donc produit en Bretagne, ça doit être produit d'une Bretagne meilleure, produit d'une Bretagne plus forte, produit d'une Bretagne à niveau de ses demandes sociales. Et donc oui, je pense qu'il va falloir ne pas se focaliser que sur le prix, il va falloir planifier ces mises en marché. Et je pense que les groupes indépendants que nous représentons, parce que nous sommes des gens de terroir, parce que nous sommes des gens de métier et des gens de terroir, on va trouver le dialogue pour mettre tout ça à niveau. Et c'est vrai que si on en parlait dans le train, on était très dissipés dans le train. J'aurais voulu être juste derrière, moi j'aurais voulu écouter. Il y avait beaucoup de monde de temps autour en temps, de nous. je me dis que j'ai pris le mauvais train. Là. On a profité que Dominique n'était pas là pour s'encanailler. On a parlé de foot, on a parlé de nos amours, on a parlé de nos voyages et de nos vacances. Et on a dit quelques méchancetés sur Dominique avant de le voir. Mais non, il y a une vraie amitié entre nous, mais dans la différence de nos... D'abord, on est concurrents et on assume, d'accord ? On roule pour nos boîtes. Mais c'est vrai que pendant le Covid, on a découvert que la concurrence, c'est la compétition, mais que pour qu'on ait cette compétition, c'est comme dans le sport, il faut pratiquer aussi les bons championnats et avec une certaine élégance et avec une esthétique aussi qui plaît à notre public. Et donc, on essaye de construire ça. Mais c'est vrai que si Dominique, par exemple, arrivait... c'est pas un challenge que je te propose, mais si tu le fais en Alsace et que tu arrivais à faire produit en Alsace, il faudrait que nous, Leclerc, et toi, Intermarché, on te suive et on vous suive pour faire la même chose. Je crois à ça et à cette dynamique. Et c'est cette dynamique-là qui peut être modèle pour nous sortir justement de ce manichéisme. Je ne suis pas sûr qu'on soit à l'origine. On nous attribue tout le temps de tenir un discours anti-industriel, mais c'est un discours qu'on tient au niveau du prix. Mais autrement, on est aussi industriel. Et donc, je pense que ce serait une des manières de sortir de cet affrontement de bloc à bloc, taxi contre Uber, industriel contre... les régions, ces labels que nous construisons
peuvent être des démonstrations de force qu'ensemble, avec de l'intelligence collective comme tu aimes, on peut être plus fort et s'émanciper aussi du monopole de grandes marques, alors que ce soit de la distribution ou de l'industrie. Hein. Ouais. Dominique, dites-nous, hier soir à votre dîner, vous avez dit du mal de Michel et de Thierry? Jamais. J'essaye de Je n'en remonter dis jamais. l'histoire. Je n'en dis jamais. Non, mais c'est vrai que pendant le Covid, on a mieux fait connaissance et je crois qu'on s'apprécie vraiment. Non, ce que je voulais dire, on a tous derrière votre question souveraineté un enjeu aussi très fort de pédagogie. Thierry a raison quand il dit que on reviendra ou pas au prix d'avant, c'est vrai, et tant mieux. Je veux dire pour une partie, ce qu'il faut, c'est venir au prix juste et il va falloir mieux l'expliquer. Et ça, sans doute qu'on l'a pas nous assez fait tous. Il faut qu'on le fasse mieux, y compris devant le produit, etc. On a des grands enjeux à ce niveau-là. Je crois aussi qu'on a intérêt à rapprocher la connaissance entre les clients et les agriculteurs. Par exemple, nous, on soutient un truc auquel on tient beaucoup, c'est les Journées nationales de l'agriculture au mois de juin, 3 jours, du 16 au 18 juin, 1000 fermes ouvertes, moi, je pense que ce sera 1500 cette année, des lieux de production, etc., pour que les gens viennent voir, etc. Et en fait, quand les clients sont venus au contact, quand il y a une démonstration dans un magasin, quand on explique, etc., derrière, très facilement, ils payent le juste prix pour le produit. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui est considérable et je pense produit en Bretagne peut aussi faire évoluer sa communication, tu viens de le dire Michel, dans ce sens-là, vers tous ces éléments-là. Et Loïc l'a rappelé, les stop rayons, c'est gratuit, hein, vous pouvez les prendre, virage conseil, c'est gratuit. Vous aviez envie de réagir, oui, tout à l'heure. Oui, juste par rapport aux propos de Thierry, sur le bio, effectivement, vous avez tout à fait raison, les 10 millions ou les 20 millions qui ont été attribués pour l'univers du bio, je ne sais pas si quelqu'un a fait le calcul, c'est moins de 200 € par exploitation. Donc c'est-à-dire c'est rien du tout. Et Dominique, je me permets, le 22 avril 2020, on a eu l'honneur d'avoir le président de la République dans le Finistère, à Saint-Paul-de-Léon. Ce jour-là, la radio faisait une critique très forte vis-à-vis de l'inflation des produits bio, plus 25%. Sauf que le législateur, et là on se rejoint absolument, le législateur, au mois de novembre 2019, a décidé qu'en France, les produits issus de serres chauffées ne pouvaient pas être commercialisés avec le label bio avant le 1er mai. Donc les 25%, c'était, excusez-moi le terme, on a gavé les concurrents espagnols, marocains ou italiens au détriment du français. Et le législateur, aujourd'hui, ne peut pas s'occuper de tout. C'est au détriment, alors je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais aussi du producteur. Et c'est dramatique pour la filière bio. Et aujourd'hui, et je crois que le ministre a été rencontré hier sur ce sujet-là, ne peut pas rester sur la même base. Il faut qu'on s'entraide, qu'on collabore, je dirais, plus étroitement pour développer effectivement et sauver, si je puis dire, la filière bio. Ce qu'a fait le gouvernement est une catastrophe également pour nous. Rappelons juste, j'étais il y a quelques semaines dans une réunion européenne avec mes confrères européens, Intermarché dedans, mais pas Leclerc, tu devrais y venir. J'en profite, je l'ai dit à tes collègues, mais vous devriez vraiment venir. Et donc il y avait une représentante de la Commission. La France est le pays où les contraintes sur le commerce sont les plus grandes de tous les pays d'Europe. C'est insupportable. On a un vrai combat à mener là-dessus. On est tout en bas de la liste. Le nouveau tableau va paraître d'un jour à l'autre. Le dernier date de 2018. Il ne va pas changer, on est encore au bout de la liste. C'est invivable pour toute la chaîne. On a trop de contraintes, vous, nous, là on vient de nous en rajouter, c'est une folie. Il y a trop de législation, trop libérer le commerce, quoi. Et juste pour l'anecdote, j'étais à Sud Radio avant-hier, il y a quelqu'un qui était capable de me sortir. Tout le problème, c'était qu'on est en une politique d'ultralibéralisme et qu'il faudrait légiférer sur le commerce. Avant-hier, Sud Radio. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas responsable de tous les maux de la terre, de toute la situation, etc., ce qui est vrai. Mais vous êtes responsable pour les marques de distributeurs. Quel message vous faites passer à vos équipes pour que ce soit de plus en plus, alors pour ceux qui n'ont pas d'usine, avec des PME bretonnes et françaises, et pour ceux qui ont des usines avec de la matière première bretonne et française. Quel message vous donnez? Parce que là, vous avez les manettes. Ouais. Avant de parler des marques de distributeurs, qui est un vrai concept aujourd'hui sur lequel nous investissons tous, je voudrais juste pour crédibiliser le propos que l'on tient. Nous sommes aujourd'hui dans une bataille sur la moindre inflation. On se tire des bourres, on se compare,
cravache bien. Il parlait du prix juste, mais il veut être en tête des moins chers. Inter avait un peu dérapé, on les voit revenir avec Thierry. Il y a Aldi. Il y a Aldi et Lidl, il y a Action. Dans la période présente, donc on essaye de compenser une inflation tarifaire énorme par moins de répercussions aux consommateurs. Donc cette période-là, vous la lisez comme ça, comme des actes. Quand moi j'étais perplexe sur le panier ramené à 140 articles, je trouvais que ça disait pas l'effort de Leclerc sur l'ensemble de sa performance. Par contre, en dégainant en premier, Dominique a fait un génial coup et voilà. Donc on est sur cette compétition-là. Cette compétition-là ne dit pas l'entièreté de notre offre. Et donc pour revenir à ce discours du temps à venir et non pas de ce temps-là qu'on essaye de régler, il y a une autre métaphore où tous les trois, mais aussi Carrefour, Auchan, on est bon, c'est les foires au vin. Et dans les foires au vin, j'insiste là-dessus, on a beau être les distributeurs les moins chers, on a beau être les distributeurs qui focalisons sur le prix, on est capable de vendre des vins d'entrée de gamme à côté, en même temps, cohabitant avec des grands crus à 30, à 40 et même plus euros. Donc nous sommes capables, tout en étant moins chers, de faire une construction d'offres intelligente qui ne s'auto-détruit pas, parce que le marketing de l'un parle au consommateur tout autant que le marketing de l'autre. Vous voyez, le vin d'entrée de gamme n'est pas le vin bradé. Le grand cru revendique sa rareté, sa spécificité. Nous avons su travailler ça, et d'ailleurs, j'évoque ça, c'est parce qu'on parlait de Saint-Paul-de-Léon tout à l'heure. C'est un de nos adhérents bretons qui a créé ces foires au vin dans les centres Leclerc et tout ça. Bon, donc on est capable de faire ça. Ça veut dire qu'on est capable de valoriser dans nos magasins, je me sers de cette métaphore, pour vendre des produits plus chers s'ils sont meilleurs. L'important, c'est qu'un chef de rayon, c'est qu'un hôte de caisse, une chef caissière puisse expliquer cet écart de prix, d'accord ? Donc ça, c'est important. Alors, nos marques de distributeurs, au départ, les marques de distributeurs n'avaient pas cette vocation. Elles réagissaient à... C'est Carrefour qui avait lancé, ils sont trop jeunes pour avoir connu ça à l'époque, les premiers produits libres. C'était une création, d'ailleurs, moi j'étais vexé, j'aurais voulu créer ça. 76. C'était Claude Sordet à LSA à l'époque, donc toi tu étais encore en maillot de bébé. Et les produits libres, les marques de distributeurs se sont créées en se démarquant des grandes marques. Et donc on était ce qu'elles n'étaient pas. Moins de papier, moins d'emballage, etc. Aujourd'hui, nos stratégies de marques de distributeurs sont des stratégies de valorisation. Les produits des gammes U, les produits de chez Inter, les produits de chez Leclerc, nous rivalisons avec les grandes marques, mais par exemple, même notre gamme Eco+, elle est Nutri-scorée. Et on veut continuer à aller dans ce sens. Et donc c'est vrai qu'à travers la marque de distributeur, on peut aussi être des débouchés qualitatifs, moins chers, mais qualitatifs, de production régionale sur cahier des charges partagé, ou même sur cahier des charges. C'est Carrefour qui avait lancé Reflet de France, mais nous, on a lancé les régions du talent. Et pareil pour vous, pardon, pardon, c'est ta réponse, mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vraiment, vous, les distributeurs, vous allez dire, vous dites depuis peut-être déjà longtemps, il faut favoriser pour vos marques de distributeurs ou un fournisseur, un fabricant, une PME française ou bretonne, ou de la matière première. C'est ça que j'essaye de dire. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que de marques qu'on appelait discount, à tort d'ailleurs, puisque pour discounter, mais d'une marque qui essaie de se différencier par rapport à la marque leader, nous voulons faire de nos marques des marques leaders et des marques qui parlent aux Français. Et c'est d'ailleurs ce qui menace les grandes marques qui ont exagéré en positionnement prix. On est
quasiment à 80% de production de notre marque EU produite par des PME françaises. Voilà. On est à 79, on va atteindre, je pense, 80% dans l'année. Les 20% restants, c'est du fromage grec, c'est de la charcuterie italienne, des choses comme ça, vraiment des choses qu'on a du mal à trouver à l'extérieur. Donc, je veux dire, le boulot est fait. Notre marque porte beaucoup de nos engagements. Donc, on a souvent des débats en interne sur tous ces sujets-là, parce que porter des engagements, bah oui, ça a aussi un prix. Et donc, mais on y tient. Par contre, je repars de la journée d'aujourd'hui. Il y a pas mal de collègues dans la salle, et puis on va regarder ça avec Olivier. Tu me rediras. Vous avez dit, il y avait un appel tout à l'heure à porter le logo U produit en Bretagne sur les produits U. Donc, est-ce qu'on le fait suffisamment? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut chercher mieux? Je repars, moi, précisément avec ce point-là aujourd'hui, pour voir chez U en interne si, du côté Bretagne, pile poil, on ne peut pas faire mieux encore. Et je dis toujours, un bon magazine, c'est juste quand on retient une bonne idée. Donc de la journée, si une bonne idée est retenue, ce sera déjà vraiment une journée gagnée. Thierry? Alors, nous, on est intimement liés à un sourcing local, avec, je le rappelle, 26 unités en Bretagne. C'est les 2/3 de notre chiffre d'affaires, 3,3 milliards. Donc 6e industriel français. 6e, donc je dirais c'est dans les gènes et on va pas changer la stratégie. Après, dans la vraie vie, tu as raison, elle est juste. L'autre jour, j'avais l'exemple du riz au lait pâturage. Donc le lait, ça se pose pas la question puisque c'est la laiterie Saint-Père. Mais le riz, il vient de Camargue. Et les mecs me disent, putain, on n'est pas placé parce que le riz vient de Camargue et si on le sourçait ailleurs, on serait mieux placé que Leclerc. Donc ça va être la vraie vie en fait. La vraie vie, c'est celle-là. Donc on va dans tous les cas faire le maximum pour évidemment rester sur notre sourcing, mais au même titre que Dominique repart avec une idée, moi j'étais avec Christophe hier soir au téléphone et en fait je découvrais, parce que vraiment je découvrais qu'on logotait pas assez, je trouve, nos produits issus de nos usines, puisque sur les 26 unités de production, seulement, alors elles sont toutes membres de Produits en Bretagne, mais il n'y en a que 4, je pensais qu'on avait beaucoup plus, qui logotaient, et il n'y a que 66 produits. Donc je pense qu'on joue pas assez le jeu, et là effectivement c'est la technostructure de nos groupes qui font que de Tréville ça semble pas utile, et donc moi je vais repartir de Ploufragan avec l'idée de passer la tête au marketing la semaine prochaine, comme toi Dominique, et de leur passer la consigne que j'en vaux plus, parce que Christophe me disait, et je rêve comme lui, que sur mes couches pommettes qui sont de Brocéliande, je pense que c'est tout aussi porteur de mettre le logo produit en Bretagne avec le nombre d'emplois que Bleu Blanc Rouge. Et moi, alors, on est dans une stratégie où ça s'appelle pas Intermarché, c'est des marques propres, Pâturage, Monique Rano. Donc l'intérêt d'un logo comme produit en Bretagne, ça vient donner un vrai gage de qualité. C'est un élément de différenciation qui, quelque part, me permet de jouer dans la cour des marques nationales. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'avec Captain Cook, je sois une sous-marque ou un MeToo d'une marque nationale. C'est que je pense que j'assume complètement un niveau qualitatif, et je suis ravi qu'on puisse peut-être en mettre encore un peu plus, parce que là, on ira jouer dans la cour des grands. Voilà. À Kermenay, il y a les logos de ce qui sort de Kermenay. Non, c'est pareil. Alors, on va pousser, Bel Air. Ouais. Bravo, vous nous avez invités. On part avec des petits paniers. Vous n'êtes pas venus pour rien. Yves, juste parce que si l'idée c'est de phosphorer sur ce qui peut nous aider à passer la conjoncture qui est peut-être un peu compliquée, moi j'ai la lecture, on parlait du vivre ensemble, donc je vais rebondir là-dessus. Je crois vraiment à l'intelligence collective. Et pour moi aujourd'hui, cette situation d'inflation, très honnêtement, elle peut être dangereuse pour vous, les PME, parce que la lecture que moi j'en ai, c'est que les multinationales sont en train, c'est une aubaine pour eux, c'est-à-dire qu'elles restaurent leur marge pour deux raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit, ils nous ont présenté des tarifs plus importants que vous, les PME. Et la deuxième raison, c'est qu'elles sont beaucoup plus puissantes à négocier ce qui coûte cher, l'électricité, les matières premières, etc. Donc ça va créer un écart de compétitivité qui fera que les grands groupes multinationaux auront plus de moyens que vous pour mettre dans l'humain, l'inno ou l'outil industriel. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, ce qui pourrait être une idée pour Produits en Bretagne, c'est de réfléchir à comment collectivement, même si
parfois vous pouvez être concurrent, mais comment collectivement vous allez vous unir pour justement acheter mieux et travailler votre coût de production. Et je pense qu'on est dans une culture où on est chacun dans son couloir, très individualiste. Nous, on l'a pas attendu un moment pour lutter contre Nestlé ou Coca qui s'en foutaient de nos volumes. On s'est unis, alors pas au niveau national, national oui, mais surtout au niveau européen avec d'autres distributeurs pour peser. Je trouve que ce schéma serait intéressant à projeter dans un monde industriel qui joue souvent solo, parce qu'on a aussi des cultures d'entreprises familiales qui ont 3 générations où on a joué solo, et je pense que l'heure est plus à jouer solo. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir les chakras et se dire que peut-être une conserverie doit acheter sa boîte de conserve vive avec son concurrent pour peser face à des multinationales. En tout cas, c'est à mon avis des axes de travail pour Produits en Bretagne. On a créé un club PME. On s'est dit, parmi toutes nos PME, il y en a qui ont une histoire avec Intermarché depuis 20 ans. D'ailleurs, si elles sont là, c'est comme chez toi ou chez Dominique, c'est parce qu'à un moment, Inter ou U ou Leclerc leur a donné du volume. Et donc, on a une douzaine de PME à qui on fait des plans d'affaires un peu incroyables, et on a dit comment on peut créer des synergies. Et ben, il y a des usines de ces PME qui bénéficient de nos contrats sur l'achat de l'énergie, sur l'achat de la boîte de conserve, etc. Et ce qu'on a fait là, à notre petite échelle, je pense que c'est duplicable à d'autres enseignes, et surtout entre vous, pour être plus armés par rapport à des multinationales qui vraiment sont en train de se gaver et qui vont cogner demain, je suis sûr. Olivier Cinquin, je vous vois avoir envie de réagir. Non, mais c'est juste pour aller dans le sens de Thierry, puisque Produits en Bretagne vient de lancer une commission énergie. Et on a eu l'excellente intervention du directeur, du président Olivier d'Intermarché Pontivy, qui est votre référent. Qui est là, Olivier. Excellente intervention, et donc qui a généré effectivement cette envie d'acheter collectivement. Et je crois que c'est parti, puisqu'il faut que chacun d'entre nous, qui souhaitons effectivement acheter collectivement du gaz, parce que c'est la première énergie là, sur laquelle on pourrait travailler, on a, je crois, la copie à rendre pour le 16 mai. Voilà. Donc on va effectivement aller dans ce sens, et c'est bien le sens de Produits en Bretagne. Donc merci encore à Olivier de nous avoir donné quelques éléments extrêmement pertinents. Et c'est Intermarché Pontivy, donc on est aussi dans le local. Merci.